et vous partagez la gestion de fortune au travers d'une histoire. L'histoire, c'est celle de Perceval. Et ce que je vous propose, c'est de le mettre dans deux scénarios, deux chemins possibles pour lui. Le conseiller en gestion de patrimoine, donc son allocation de portefeuille, elle ressemble à ça. Une assurance vie française, un PEA. Du coup, l'allocation, elle sera tout à fait différente de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, on aura 45% qui sera alloué à ce qu'on appelle les actifs alternatifs et ensuite 20% en fixed income. Et bien là, c'est pour vous parler de la magie du prêt lombard. Positif où il est accompagné par un family office suisse. Il va demander conseil avant de se marier. Et là, c'est un contrat qui est différent. Régime de la séparation de biens. Donc un trust, c'est une relation tripartite. Voilà, plus pour les bitcoiners. Sur Leana, vous pouvez personnaliser votre succession et coder directement sur le code de Bitcoin votre stratégie de succession. Alors bienvenue, aujourd'hui nous allons révolutionner la gestion de fortune. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Abel Rabérin, je suis diplômé en gestion de patrimoine international et formateur Bitcoin. Mon objectif, il est très simple, expliquer Bitcoin aux family office, gestionnaires de fortune et investisseurs avertis et leur faire comprendre justement les avantages de Bitcoin. La gestion de patrimoine, c'est bien plus que de simples systèmes et stratégies financières. C'est l'art d'anticiper l'avenir, de protéger ce pour quoi vous avez travaillé. Et aujourd'hui, on assiste à une révolution fondamentale, Bitcoin. Vous parlez et vous partagez la gestion de fortune au travers d'une histoire. L'histoire, c'est celle de Perceval. Perceval est un jeune homme d'une trentaine d'années. À la suite du décès de son grand-père, hérite de 5 millions d'euros. Et ce que je vous propose, c'est de le mettre dans deux scénarios, deux chemins possibles pour lui. Le premier scénario, à la gauche de l'écran, Perceval va être conseillé par un conseiller en gestion de patrimoine traditionnel dans un cadre français. Ce gestionnaire de patrimoine refuse Bitcoin catégoriquement. Dans un autre cas, il va être accompagné par un family office, donc un groupe d'experts en finance. Ce family office, on va dire qu'il est en Suisse et il est formé, il est pro-Bitcoin. Donc, premièrement, pour trouver son conseiller en gestion de patrimoine, il va faire des recherches sur Internet et il va se rendre compte que 70% des conseillers en gestion de patrimoine travaillent directement pour une banque. Donc, il veut des conseils qui soient les plus neutres possibles. Il va tout simplement ne pas être d'accord et chercher ce qu'on appelle un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. En discutant et en établissant les premiers documents d'entrée en relation avec son conseiller, il va être catégorisé dans la case de ce qu'on appelle les investisseurs prudents. On va voir, ça va avoir de l'importance pour la suite. Le conseiller en question, et c'est comme la majorité des financiers dans le monde, ils vont se référer à l'indice de l'IPC, l'indice des prêts à la consommation, pour mesurer l'inflation. Comme Nathalie vous a dit tout à l'heure, c'est l'indice que les banques centrales donnent pour mesurer l'inflation. Ils disent que c'est à peu près autour de 5%. Ça va être important, pourquoi? Parce que du coup, le conseiller en gestion de patrimoine, ce qu'il va dire à son client, c'est « Moi, mon objectif, c'est de, au minimum, t'offrir 5% par an pour protéger ton pouvoir d'achat. » Donc, son allocation de portefeuille, elle ressemble à ça. Très rapidement, une assurance vie française, c'est le produit financier préféré des Français avec plus de 3 000 milliards d'euros d'encours. Et dans son assurance vie, il va y avoir 80% en fonds euros, donc des obligations d'État françaises, et 20% en unités de compte actions. Ensuite, il va avoir un plan d'épargne en actions, un PEA, qui est en fait plus ou moins une niche fiscale déguisée. Et le PEA, la condition pour ça, c'est exclusivement d'investir dans des entreprises exclusivement dans l'Union européenne. Ensuite, il va lui proposer de l'immobilier en Pinel. Pinel, c'est quoi? C'est juste, encore une fois, une niche fiscale, un dispositif fiscal. Et puis, le reste sera sur des comptes bancaires. À côté de ça, le Perceval va demander à son conseiller, moi, je vois de partout que les gens investissent dans la crypto. Est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir une petite allocation en crypto-monnaie?
son conseiller, comme je vous ai dit ici, il refuse catégoriquement les cryptos. Il est anti-Bitcoin. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire Perceval? Comme beaucoup de jeunes, il va faire des recherches tout seul sur Internet et il va investir de son côté, en secret, pas avec son conseiller en gestion de patrimoine. Et pourquoi le conseiller est totalement contre les cryptos? C'est parce que sa perception du monde, c'est que les cryptos, avec Bitcoin compris dedans, c'est des investissements beaucoup trop risqués. Et voilà, ça fait partie, voilà, il met ça dans le même sac. Donc du coup, il va acheter 80% de ses crypto-monnaies sur Binance, 20% sur FTX, Kraken et d'autres plateformes. Et puis, il va acheter voilà, tout ce qui est à la mode, des NFT, des meme coins et des crypto-monnaies avec des plus ou moins grandes capitalisations qu'on aime ici appeler des shitcoins. De l'autre côté, Perceval, il est accompagné, dans l'autre scénario, par un family office qui est pro-Bitcoin, qui est formé à Bitcoin. Eux, leur manière de calculer l'inflation, elle est totalement différente. Premièrement, comme Nathalie et Théo vous en ont parlé, ils vont prendre en compte M2, donc la masse monétaire en circulation. M2, comme vous pouvez voir sur le graphique, c'est la quantité de monnaie en circulation et le rythme auquel les banques centrales impriment de l'argent. Et il est dit qu'environ M2, c'est 10% par an, environ. Mais ce family office, il est quand même extrêmement sceptique quant à la manière de communiquer et de mesurer cette impression monétaire et les chiffres des banques centrales. Premièrement, il y a une opacité qui est énorme sur les chiffres qui sont offerts par les banquiers centraux, et notamment M3 qui n'est plus publié depuis 2006, donc juste avant la grosse crise de 2008. Également, le shadow banking et le système euro-dollar, pour ceux qui vont vraiment rechercher comment la création monétaire s'effectue, vous allez tomber sur ça. Et en fait, le shadow banking et ce système-là permettent à des entités en dehors des juridictions des banques centrales d'imprimer également de l'argent. Donc c'est impossible que ces chiffres que les chiffres des banquiers centraux soient justes. Donc ils vont se référer encore à une notion différente pour essayer de mesurer l'inflation, c'est la notion d'inflation des actifs. L'inflation des actifs, elle peut se voir tout simplement avec la charte le graphique du S&P 500 par l'événement. Qui connaît le S&P 500? Ok, parfait. Donc un indice qui représente la performance des 500 plus grandes entreprises américaines. Le S&P 500, juste pour information, il offre 24% en 2023 et encore 24 ou 25% l'année dernière. Donc là, il y a une inflation des actifs qui est grandissante et ça permet à ce family office-là de proposer à son client un minimum de performance de 10% par an juste pour préserver le pouvoir d'achat de son client. Ici, du coup, l'allocation elle sera tout à fait différente de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, on aura 45% qui sera alloué à ce qu'on appelle les actifs alternatifs. Donc ici, ils vont mettre toute cette portion en Bitcoin, donc les 45% du portefeuille. Ensuite 26% en public equity, donc actions cotées en bourse. Donc là, ils vont mettre directement un ETF S&P 500. Il y a moins de frais et c'est ce qui surperforme en fait la majorité, même quasiment tous les gestionnaires de patrimoine ou les gestionnaires de fortune actifs dans le monde. Et ensuite 20% en fixed income et liquidité. Ça c'est un graphique qui a été partagé par Goldman Sachs qui a offert ce graphique en disant que voilà, ça c'est la répartition de tous les family office dans le monde, ça ressemble à ça. Alors, forcément, il n'y a pas Bitcoin, hein, mais c'est alternatif, public equity et fixed income. Donc, vous me direz, pourquoi autant en Bitcoin? Premièrement, Perceval, il tombe sur une photo de son grand-père avec Frédéric Hayek. Et du coup, il commence à faire des recherches et à lire sur cet économiste de renom. Et il se rend compte que, effectivement, Hayek, il nous disait déjà de faire attention à ce que les gouvernements ou les banquiers centraux pouvaient nous dire. Et il avait théorisé justement cette idée que l'idéal, ce serait d'avoir un système alternatif en dehors de toute coercition politique. Donc ça, c'est pour l'aspect émotionnel et sur les recherches qu'il a fait. Également, pourquoi autant de Bitcoin? Parce que ce family office, il comprend la magnifique équation de Bitcoin qui est
une offre limitée et une demande qui ne cesse de croître. Donc dans un marché libre, le prix, comment il se détermine? Il se détermine avec l'offre et la demande. Si l'offre est limitée, comme dans le cas de Bitcoin, et que la demande augmente, le prix part à la hausse, comme Nathalie nous a fait voir tout à l'heure. Et donc, là aussi, une notion qui est importante, une monnaie, ou là, dans le cas de Bitcoin, une crypto-monnaie limitée apporte la richesse à son détenteur, et ça, ils l'ont bien compris. Et surtout, la différence fondamentale, et moi, c'est ma conviction profonde, que les gestionnaires de fortune qui ne comprennent pas cette différence commettent une erreur professionnelle qui devrait être sanctionnable. Bitcoin est bien totalement séparé du système fiat et du système des autres crypto-monnaies. Et enfin, tout simplement, le family office, c'est un business, ils ont besoin de gagner de l'argent, c'est l'objectif. Et donc, ils se rendent compte que 82% des millionnaires entre 22 et 40 ans, ça c'est des chiffres officiels, possèdent des crypto-monnaies. Donc, ils vont aller chercher cette nouvelle clientèle tout simplement en se formant et en offrant des services liés à Bitcoin. Et l'amour dans tout ça. Donc, c'est le plus important. Du côté du cas où Perceval se fait accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine traditionnel, il n'est pas très proche de son conseiller. Vous avez vu, il a investi en crypto-monnaie de son côté, donc ils échangent pas trop. Et il va tomber amoureux d'une Suisse et se marier sous le régime de la communauté universelle, sous les précieux conseils d'une des amies de la fiancée. Ensuite, il se dit, bon, bah, voilà, maintenant que je suis marié, il faut que je commence à prendre mes finances au sérieux. Et il va regarder quelles sont ses obligations en France concernant la détention de crypto. Et il se rend compte que déjà, tous les comptes qu'il a sur Binance, FTX et toutes ces plateformes, il doit les déclarer. Et voilà, déjà. Et que s'il veut vendre ses crypto-monnaies en France, eh ben, il y a 30% d'impôts. Et vous l'aurez vu avec la loi finance dernièrement, c'est des impôts qui sont voués à augmenter. Donc, on l'a vu ensemble. Achat en custodial, donc achat custodial, c'est-à-dire sur ces plateformes d'échange. Il ne détient pas réellement ces crypto-monnaies, c'est les plateformes qui les ont. Et donc, il se dit, bon, bah, je vais aller faire un tour sur mon portefeuille pour voir où ça en est. Et là, ben, c'est le drame. Effondrement de Binance. Binance fait faillite. Et donc, ben, les crypto-monnaies qu'il avait dessus, ben, il a tout perdu. De l'autre côté, comme je vous ai dit, le family office suisse qui l'accompagne, ils sont formés à Bitcoin. Donc, le mode de détention, il va être en self-custody. Il y a 50% de la détention de ces bitcoins qui va être en self-custody pur. C'est-à-dire que Perceval, il a une clé, pour ceux qui n'ont jamais vu, comme une clé Ledger comme ça, pour détenir réellement ces crypto-monnaies, ces bitcoins. Et donc, si Binance fait faillite, si FTX fait faillite, lui, il a toujours ses fonds. Ensuite, 50% du portefeuille en bitcoin va être détenu en custody bancaire dans une banque privée suisse. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que dans une banque privée suisse, c'est pas comme ailleurs dans le monde. Il n'y a pas de réserve fractionnaire dans ces banques-là. C'est-à-dire que les fonds qui sont déposés, ils sont réellement dans la banque, ils ne sont pas reprêtés par la suite, ou voilà, ils font pas des choses je ne sais pas. Donc, pour les bitcoiners, ils me diront, mais pourquoi 50% en custody bancaire? Et bien là, c'est pour vous parler de la magie du prêt lombard. Et j'ai réfléchi ce matin, je pense que ça sera possible dans quelques mois, quelques années, sans intermédiaire bancaire. Mais là, pour l'instant, on prend le cas de la custody bancaire. Donc, le prêt lombard, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de emprunter des monnaies traditionnelles, donc emprunter des euros ou des francs suisses, par exemple, et mettre en collatéral une partie de ces bitcoins. Cet emprunt-là, il va être négocié souvent dans les banques suisses à moins de 2%, donc ce qui est très intéressant, et avec une TVL très basse. Et ces fonds empruntés, ils vont pouvoir être réinvestis, donc à des rendements supérieurs que les 2% de l'intérêt bancaire. Et qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre déjà de pouvoir financer ses dépenses courantes. Il y a quelque chose avec les bitcoiners, c'est que, comme vous avez entendu tout à l'heure, la première règle de Bitcoin, c'est on ne vend pas ses bitcoins. Donc là, ça va lui permettre de financer ses dépenses courantes en fiat
et ne pas vendre ces bitcoins qui seront en collatéral. En plus de ça, il y a une stratégie d'optimisation fiscale qu'ici le Family Office il va mettre en place, parce que même en Suisse, les revenus, donc quand vous versez du salaire par exemple en tant qu'entrepreneur, les revenus sont extrêmement taxés. Ici, dans ce cas-là, c'est 0% d'impôt parce que la dette n'est pas imposable. Donc maintenant, on va faire un petit peu le bilan entre ces deux scénarios-là. Premièrement, sur le portefeuille prudent dans le cadre d'un conseiller en gestion de patrimoine français, l'assurance vie, elle est passée de 1,5 million à 2 millions. Le PEA est passé de 500 000 à 740 000. L'immobilier en Pinel est passé de 1,5 million à 800 000. Les liquidités bancaires sont passées de 1,5 million à 2 millions. Et en plus de ça, il a une menace de ses comptes bancaires parce que la banque d'épargne a décidé de le virer parce qu'ils avaient vu des virements en destination de plateformes de crypto-monnaies. Et donc, son montant total investi qui était de 5 millions à la base, après 10 ans, devient 5 700 000. Okay, on va comparer juste les chiffres avec le deuxième scénario avec un family office suisse formé à Bitcoin. Le portefeuille passe en Bitcoin de 2 millions à 135 millions. L'ETF passe de 1 million à 4 millions. Le fixed income passe de 1 million à 1,6 million et les liquidités bancaires passent de 1,5 million à 2 millions. Donc le montant total investi, il était de 5 millions et le total après 10 ans, il est de 142 millions. La différence, elle est énorme. Et donc, pour le Family Office, quel est l'avantage de cette forme à Bitcoin? C'est que sa rémunération en termes de frais, juste avec 1% des encours sur 10 ans, ils ont gagné 6 millions d'euros. À la différence, pour le conseiller en gestion de patrimoine français, sur la même rémunération de 1%, il a pris seulement 100 000, à peu près 500 000 euros, mais répartis entre tous les intermédiaires. Vous vous rappelez, il y a eu l'assurance vie, il y a eu le PEA, il y a eu l'immobilier, donc là, il y a plein d'intermédiaires qui prennent leur part. Et malheureusement, dans le cas de Perceval, où il s'est marié sous le régime de la communauté universelle, malheureusement, sa femme a décidé de divorcer. Et là, du coup, c'est jackpot pour elle, 2,9 millions d'euros, parce que quand on se marie sous ce régime-là, tout tombe dans la communauté. Donc, même l'héritage du grand-père de 5 millions, il est compté dans le divorce, il est séparé en deux. En plus de ça, il y a une fin de collaboration avec le conseiller en gestion de patrimoine. Pourquoi? Premièrement, il n'est pas formé à la gestion de patrimoine internationale et donc il ne peut pas l'accompagner avec les éléments d'extranéité. Je vous ai dit, sa femme est en Suisse. Et deuxièmement, il n'est pas formé à Bitcoin, donc le partenariat s'arrête ici. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où, dans le scénario positif où il est accompagné par un family office suisse et il est proche de ses conseillers, eh ben, il va demander conseil avant de se marier. Et là, c'est un contrat qui est différent, régime de la séparation de biens. Et apparemment, un mariage où la femme n'a pas d'incitation financière à divorcer fonctionne mieux. Ensuite, les enfants, donc après la naissance de leur premier enfant, le couple attend un second bébé et donc du coup, il va également s'interroger sur voilà, qu'est-ce qui se passe pour ma stratégie familiale. Et là, je vais vous proposer deux choses. Premièrement, la notion de trust, qui n'est pas encore très connue en France parce qu'il n'est pas légalement reconnu par le droit français. Mais là, Perceval, il est en Suisse, donc ça peut fonctionner. Donc un trust, c'est une relation tripartite. C'est-à-dire que le trust, ça va être le constituant du trust. Donc ici, dans notre exemple, c'est Perceval qui constitue le trust. Les bénéficiaires, ce sont sa femme et ses enfants. Le trustee, ce qu'on appelle le trustee, c'est en général un avocat d'affaires ou un avocat spécialisé qui peut même faire partie du family office. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet à Perceval de se détacher juridiquement de ses actifs, mais tout en donnant des directions pour que le trustee gère ses actifs pour sa famille, pour le compte de sa famille. Donc par exemple, la partie des bitcoins qui sont détenus en custody bancaire, pas ceux en self-custody, mais en custody bancaire, peuvent être notamment dans le trust. Qu'est-ce que ça permet, le trust? Ça permet une personnalisation de la succession sans limite. Cet après-midi, pendant l'atelier, je pourrais vous parler des limites qu'il y a dans la succession française. Là, le trust permet de faire ce qu'il veut.
Donc par exemple, si Perceval veut anticiper sa succession, il peut dire, eh ben, si je décède, je veux par exemple que ma femme reçoive une rente mensuelle de 10 000 € jusqu'à ma mort. Je veux que mes enfants puissent être capables de débloquer des fonds s'ils effectuent certaines choses. S'ils ont leur bac, s'ils ont un master, si ils lancent une boîte, et ben là, ils pourront débloquer des fonds qui seront plus ou moins prévus à l'avance. Et je voulais vous parler, voilà, plus pour les bitcoiners, d'une solution de stratégie patrimoniale avec ces bitcoins, c'est l'IANA. Donc l'IANA permet, en fait, et moi j'arrive à faire le lien entre le trust et l'IANA. Pour moi, l'IANA, c'est le trust de la gestion de fortune, mais pour les bitcoiners. Parce que c'est la même chose, sur l'IANA, vous pouvez personnaliser votre succession et coder directement sur le code de Bitcoin votre stratégie de succession. Donc là, ce que ça permet de faire, c'est que par exemple, Perceval, il détient la clé principale, il détient sa clé, et il va laisser, par exemple, 2 clés pour ses bénéficiaires. Donc par exemple, une clé à sa femme et une clé à son enfant. Et ce que ça va permettre de faire, c'est de dire, bon bah voilà, moi sur ma clé principale, il y a des transactions régulières, voilà, je fais mon DCA, j'achète des choses, etc. Mais si je meurs, la condition pour que le code de Bitcoin comprenne que je ne suis plus en vie, c'est qu'il n'y ait plus de transactions effectuées sur un laps de temps que je vais choisir. Par exemple ici, Perceval, il va choisir 6 mois. Si il n'y a pas d'activité pendant 6 mois, la deuxième clé s'active. Donc la clé que j'aurais laissée à ma femme et à mon enfant. Admettons que la femme et l'enfant soit refusent la succession, ce qui arrive dans certains cas, soit n'effectuent pas de transaction à leur tour. J'aurais pu laisser une troisième clé, par exemple, au notaire de la famille, avec des instructions. Voilà, si je meurs, tu as la troisième clé qui s'activera après 1 an, par exemple, et je veux que tu liquides la succession pour mes bénéficiaires, par exemple. Donc ici, retournons dans le cas de Perceval. Perceval, quand il a reçu la succession des 5 millions de son grand-père, il avait 2 choix, 2 scénarios possibles, 2 chemins. Alors, effectivement, Perceval, c'est un personnage fictif ici, et donc son choix restera une histoire. Mais vous, en tant qu'investisseur ou professionnel de la gestion de patrimoine, votre décision, elle sera bien réelle et ses conséquences aussi. Donc, d'une, en tant qu'investisseur, est-ce que vous choisirez la sécurité illusoire d'un système bancaire qui vacille ou l'énergie libératrice d'un nouveau paradigme comme Bitcoin? En tant que professionnel de la gestion de patrimoine, si un Bitcoin vaut 1 million d'euros avant 2030, ce qui n'est pas du tout déconnant, serez-vous spectateur ou acteur de cette révolution? Donc voilà, l'idée c'était de vous présenter une vue d'ensemble de la gestion de fortune avec Bitcoin et les avantages de Bitcoin dans cette gestion de patrimoine-là. Je pense que j'irai beaucoup plus en détail si vous avez des questions, notamment lors de l'atelier de cet après-midi. Et merci aux organisateurs, je pense qu'on peut les applaudir et merci beaucoup à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que vous laissez tout pour cet après-midi? Une question, quand vous avez donc 95%, quand vous êtes sur Bitcoin, c'est 95% de ce qui est gagné à la fin. Vous vous basez sur quelle évolution sur 10 ans? C'est par rapport à ce portefeuille-là. C'est-à-dire que les 45% qui ont été alloués à Bitcoin, ils drive, entre guillemets, quasiment toute la performance du portefeuille. C'est-à-dire que Bitcoin a tellement surperformé, pour ceux qui ne le savent pas, Bitcoin est le meilleur actif financier depuis plus de 10 ans. Si vous regardez les chiffres, Bitcoin, chaque année, c'est le meilleur actif financier qui offre le meilleur rendement. Et donc, en cumulé sur les 10 années-là, effectivement, Bitcoin drive quasiment toute la... Là, on parle de 2 millions pour... Ouais. Après, les chiffres... Ça fait le Bitcoin aujourd'hui, dans 10 ans, il est à 7 millions. C'est pas déconnant. ça dépend des convictions. Après, en termes d'ordre de grandeur, ça le voit.
paraît un peu optimiste, quoi. Ouais, après, les chiffres, Ça peut être pessimiste. les chiffres pour me protéger un peu, On est à 0,1 million. Hein. c'est Aujourd'hui. bien de le voir comme ça. On est qu'à 0,1 million. Ouais, pour me protéger sur les chiffres, c'est une histoire fictive. Hein. Non, le cours de Bitcoin actuellement, c'est 0,1 million d'euros. On en sait rien, on verra bien. Oui, c'est vrai. Les pourcentages qu'on a connus au zéro au départ, jusqu'à maintenant. C'est quoi les performances passées C'est pas- C'est le petit truc en. Disclaimer. Non, mais voilà. Bon, bah, parfait. On peut débattre toute la nuit sur le cours de Bitcoin Ah, dans oui. 10 ans. Personne ne peut le prévoir. Non. Mais effectivement, il sera probablement plus haut. Avec une banque suisse à un prêt lombard, il n'y a pas un minimum quand même, c'est plutôt 500 000, 200 000, c'est réservé quand même un peu. Oui, en général, en dessous de 500 000, c'est compliqué de leur parler. Peut-être avec un courtier. Peut-être avec un courtier. Mais oui, en général, ça commence à 500 000 à peu près. Oui. Là, c'était CNP qui est valable en Suisse, mais du coup, en France, il n'y a pas que les CNP traditionnels, et il y a aussi qui proposent des bitcoins. Dans ce cas-là, il n'y a pas quelque chose qui peut être intéressant aussi à faire en France pour que nous puissions l'appliquer, plutôt que la Suisse qui est idéale. On l'appliquer nous en France, il n'y a pas. En fait, malheureusement, le système français fait que, même pour un gestionnaire de patrimoine, c'est très technique et c'est compliqué. Aujourd'hui, à part Louis-Alexandre de Froissart de Montaigne Conseil et Patrimoine, qui est un bitcoiner reconnu, j'en connais pas d'autres pour l'instant. Et ouais, c'est plus compliqué dans un contexte franco-français. Bon, fasse nous-mêmes notre épargne en bitcoin plutôt que de passer par un CGP en France. Alors, dans tous les cas, la philosophie de Bitcoin, c'est que vous gérez votre argent seul, mais d'avoir un conseiller qui est formé à Bitcoin, avec lesquels vous pouvez mettre des stratégies en place, pour l'instant, à part lui, il n'y en a pas d'autres. Ouais. Oui, vous avez dit dans la présentation une partie, en fait, il y a le crypto dans le bout de fiat. Ah oui. Bitcoin sur le côté et après, c'est ça. Ouais. Donc, ce que j'ai bien compris là-dedans, c'est que les cryptos, tout crypto qui n'est pas Bitcoin, c'est des mauvais investissements. Alors, attention, parce qu'il y a des notions qui sont. Ça dépend quel est votre objectif. C'est-à-dire que Bitcoin, c'est la révolution. C'est ce qui est en dehors du système. Maintenant, si vous voulez parler en termes d'investissement, avoir du rendement, etc., en termes d'investissement, bien sûr qu'il y a d'autres choses que Bitcoin qui performent. Je vous donner un exemple. Ouais. Dans le monde de crypto, il y a des projets technologiques. Ouais. Les blockchains de Layer 1, les choses qui fait avancer quand même, c'est de l'industrie, c'est le milieu, donc c'est quand même des projets d'investissement. Ça peut être des projets d'investissement. Moi, comment je le vois, c'est que je traite les autres crypto-monnaies comme je traite les entreprises technologiques, comme investir dans Apple, Facebook, etc. ou des startups. Je veux dire, au moins Apple, ça a de la valeur. Un minimum, quoi. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci.